Pour bien comprendre ce phénomène, je vais prendre le langage lié à l'écriture, qui se développe grâce aux livres à partir de 1450. Cette écriture, vous avez appris à la maîtriser à partir de l'âge de 8 ans à peu près, c'est-à-dire à partir du CP. C'est un apprentissage très difficile que vous avez réussi brillamment puisque vous êtes aujourd'hui en classe de première. À gauche, vous avez une ponctuation classique, celle que vous avez apprise justement depuis le CP, avec une valeur précise pour une virgule, une valeur précise pour un point et un point-virgule pour les plus doués d'entre vous. Mais vous voyez qu'entre la colonne 1 de ce texte et la colonne 2 de ce texte, il y a des différences extrêmement importantes d'information. Car l'information obéit à des codes qui dépendent de la manière avec laquelle vous la transmettez. Si vous faites une faute d'orthographe, cela peut être immédiatement la catastrophe. Une dictée sans faute peut devenir une dictée de sans faute. Et c'est la raison pour laquelle vos professeurs insistent parfois aussi lourdement qu'un soc de charrue dans un champ bosseron après l'automne sur le respect que vous devez à toutes les règles d'orthographe. Si on prend maintenant le document à droite, on a ici un SMS. Une personne s'adresse à une autre personne et lui donne une information. L'information est la suivante, elle est « je ne mens pas et je suis même prêt à jurer pour le prouver ». Mais il y a quelque chose de plus dans ce SMS, il y a un point de ponctuation. Or, si vous connaissez un peu le code des SMS, et vous le connaissez, vous savez que, à la différence des textes classiques, le point n'est pas seulement la séparation entre deux phrases, c'est aussi le point final d'une conversation. Ce point est hyper cassant, comme vous diriez. Quand on a à sa disposition des centaines d'émojis ou des smileys pour terminer un SMS, un point final est un signe évident de haine envers le récepteur. Eh bien ça, ce n'est pas l'information, c'est le message. L'info, c'est « je ne mens pas, je suis prêt à jurer que c'est vrai », mais le message, c'est clairement « je te hais et je suis prêt à te tuer si tu réponds à ce SMS ». Cette distinction entre la communication et le message, entre l'information et le message, est le fruit des réflexions d'un intellectuel de la fin du XXe siècle, Marshall McLuhan. Vous trouverez sur Internet que Marshall McLuhan est philosophe, sociologue, politologue ou linguiste. Toujours est-il qu'il était d'abord professeur de littérature, spécialiste de la littérature du XVIe siècle à l'Université de Toronto. Mais c'est surtout un des premiers chercheurs à s'intéresser très sérieusement au fonctionnement de la publicité et des médias. C'est lui qui pose les bases des sciences de l'information et de la communication. De manière très caricaturale, il y a deux éléments de la pensée de McLuhan que vous devrez garder à l'esprit durant toute la durée de ce cours. Le premier élément, c'est que pour lui, nous habitons un village global. En faisant l'histoire des médias, il postule que l'apparition de l'électricité et d'un courant continu d'informations qui, grâce à l'électricité, circule tout autour de la Terre, eh bien, les sociétés humaines se sont transformées en un village où chacun est le voisin de l'autre. Le monde est de plus en plus resserré. L'idée sous-jacente, c'est que les médias ont façonné les sociétés humaines à leur image. Et à cet égard, McLuhan rend hommage à un intellectuel que l'on connaît assez bien et qui est Alexis de Tocqueville. Selon McLuhan, Alexis de Tocqueville est le premier à avoir montré l'importance d'un média, le livre et l'écrit, dans une construction politique qui est l'homogénéisation du royaume de France. Nous avions vu également dans le cours sur la démocratie qu'Alexis de Tocqueville avait montré l'importance de la presse et de l'alphabétisation dans le développement de la démocratie libérale américaine. Le deuxième élément qui est extrêmement important dans la pensée de McLuhan tient en un slogan. Le message, c'est le médium. C'est une pensée extrêmement compliquée et pour mieux l'expliquer, je vais prendre une anecdote. Prenons un roi, Louis XIV, et son royaume, le royaume de France. C'est un royaume extrêmement divisé, dans lequel ce roi, Louis XIV, impose de plus en plus une monarchie que l'on appellera absolue. En 1686, le roi a une fistule anale. Alors, je ne vous montre pas le dessin qu'en a fait le chirurgien Charles-François Félix, pour ne pas heurter votre sensibilité, et de toute façon, une telle image, fût-elle d'un fondement royal, tomberait sous le coup de la loi. Mais une fistule, c'est-à-dire un abcès, placé à cet endroit de l'anatomie, pour n'importe quelle personne, fût-elle un des monarques les plus puissants du monde, eh bien, c'est extrêmement douloureux. Et le 18 novembre 1686,
le roi est opéré par son chirurgien Charles-François Félix, chirurgien de l'université de Montpellier, et l'opération dure 3 heures sans anesthésie. C'est une opération extrêmement douloureuse, à l'issue de laquelle le roi ne pourra pas s'asseoir pendant de longs mois. 3 jours plus tard, le 21 novembre 1686, les États du Languedoc, une sorte de parlement régional réuni à Pézenas près de Montpellier, reçoivent un courrier leur donnant l'information que le roi est guéri. Eh bien c'est là qu'intervient la différence entre le message et l'information. L'information, c'est bien que le roi est guéri, et qu'on est content pour lui. Mais le message, c'est le médium, c'est-à-dire le papier écrit de la main du roi, qui arrive 3 jours après l'opération à Pézenas. Car pour qu'un message arrive aussi rapidement, il faut d'abord que le roi se soit remis particulièrement vite de son opération. Mais il faut aussi que les routes du royaume soient sûres, et donc qu'il y ait une autorité qui garantisse cette sécurité. Et cette autorité, c'est le roi. Il faut ensuite que le système de poste et de relais soit performant, et il faut une autorité qui garantisse la performance de ce système de poste et de relais. Et cette autorité, c'est le roi. Cela veut dire aussi que si les États du Languedoc souhaitaient profiter de la maladie du roi pour contester son autorité, contester ses impôts, eh bien leur entreprise est vouée à l'échec. Cela veut dire aussi que si les protestants très nombreux dans la région avaient eu quelques velléités de se révolter après l'interdiction de leur culte par le roi en 1685, eh bien là aussi leur entreprise est vouée à l'échec. Le vrai message, ce n'est pas l'information, ce n'est pas selon laquelle le roi va mieux. Le vrai message, c'est le médium qui le porte. Pour le dire autrement, le canal de transmission du message compte beaucoup plus que l'information contenue dans le message lui-même. Le vrai message, c'est le médium, et le message qu'apporte l'information, c'est que le roi est encore puissant, c'est que le roi a encore de l'autorité, c'est que le roi maîtrise encore son royaume, et que le premier qui moufte s'en prend une. Récapitulons. Nous avons vu comment une nouvelle, il pleut, se transforme en information quand elle concerne plusieurs personnes, qu'elle est vérifiable et qu'elle débouche sur une action. On a vu ensuite qu'il fallait distinguer cette information de la communication définie comme l'ensemble des interactions qui transmettent cette information. Ces interactions peuvent être effectuées par un ensemble de médias qui sont tributaires des évolutions technologiques. Pour utiliser au mieux ces médias, il faut en connaître les codes, les normes et les usages. Enfin, la théorie de la communication avancée par McLuhan invite à distinguer l'information du message et à rappeler que le message est dans le médium. Je vous conseille de prolonger cette capsule vidéo si vous pouvez par la lecture attentive des pages McLuhan, Village Global et Communication de l'encyclopédie Wikipédia. Vous pouvez vous précipiter sur la chaîne YouTube de l'Éducation nationale et de France Télévisions appelée Les Clés des médias ainsi que sur la petite playlist que je vous ai confectionnée. Vous y trouverez des vidéos dans un anglais très compréhensible sur quelques-unes des notions essentielles de la théorie de McLuhan. Enfin, il est toujours utile de citer, même si on ne les a pas lus, les 2 livres essentiels de McLuhan, La Galaxie Gutenberg paru en 1962 et Pour comprendre les médias paru en 1968. Je vous laisse enfin sur